et je vais vous présenter les 5 intervenants qui vont vous présenter leurs analyses et débattre entre eux. Je vais commencer par Madame Mylène Villanove, qui est tout à fait au bout de la table, qui est conseillère métropolitaine en charge des coopérations territoriales, ainsi que conseillère municipale en charge des relations avec les territoires et les relations institutionnelles à la ville de Bordeaux. Madame Villanove a aussi une expérience importante avec des territoires ruraux au cours de sa carrière. Elle nous en reparlera tout à l'heure. Monsieur Michel Azoir est délégué régional. Mathieu. Michel est un peu plus loin. Mathieu Azoir. Mathieu Azoir est délégué régional à l'économie numérique et au très haut débit. Il est président de la société publique locale du très haut débit en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons également Madame Isabelle Briquet, qui est vice-présidente, d'abord puisqu'elle est aussi, elle représente l'Association des maires de France en qualité de présidente de l'Association des maires de la Haute-Vienne, vice-présidente de la métropole de Limoges en charge des finances, du budget et des moyens généraux. Madame est également maire de Palais-sur-Vienne et conseillère départementale dans le département de la Haute-Vienne. Donc, Monsieur Michel Stumbhoff est SGAR, c'est-à-dire secrétaire général aux affaires régionales auprès du préfet de région de la Nouvelle-Aquitaine. Et Madame Annabelle Violet représente cette belle institution qu'est la Caisse des dépôts. Elle est directrice générale adjointe de la Caisse des dépôts au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc un beau plateau de gens qui travaillent quotidiennement sur des questions qui vous préoccupent vous aussi tous les jours. Et sur la question de la cohésion, je vais me permettre de prendre quelques minutes pour rappeler un contexte dans lequel nous sommes tous aujourd'hui et qui donne une idée de la manière dont la cohésion territoriale est aujourd'hui, malgré tout, parfois complexe à mener. Alors, je vais revenir sur 3 grandes mutations, en fait, qui me semblent fondamentales. 3 types de mutations qui ont lieu depuis une dizaine d'années et qui sont des mutations sociétales, des mutations institutionnelles liées effectivement à l'évolution des cadres législatifs en France et des mutations sur les dépenses publiques et surtout les dotations. Alors, je reprends sur les premières mutations sociétales que vous, comme nous, avons à gérer et qui impactent la vie des territoires aujourd'hui. C'est la mutation de la transition démographique. La France vieillit, certes, mais la Nouvelle-Aquitaine aussi est une région qui a plus de 30% de sa population aujourd'hui qui a plus de 60 ans et qui a 11% qui en a plus de 75. Ce mouvement est une tendance marquée, lourde, qui va s'accentuer et qui va s'accentuer d'autant plus en Nouvelle-Aquitaine que la qualité du cadre de vie attire et sans limite d'âge. Donc, on est attractif, effectivement, aussi pour la qualité du cadre de vie et de manière des personnes assez âgées. La transition numérique. Je ne vais pas vous faire un grand dessin, Monsieur Azoir et d'autres vous en parleront bien mieux que moi, mais nous sommes bien dans une révolution numérique qui chamboule énormément de manières et de modes opératoires et qui induisent de nouvelles perspectives dans l'économie, mais dans nos modes de vie au quotidien, qui effectivement nécessitent qu'on en parle bien de révolution numérique. Nous avons aussi à traiter la transition écologique et environnementale. La consommation des ressources naturelles mondiales pour l'activité humaine, comme vous le savez, dépasse largement ce que peut nous offrir la planète. Donc nous avons tous quotidiennement, et vous êtes engagés dans des schémas ou dans des plans qui vont bien pour le permettre, à développer des modes de production et de consommation respectueux et soutenables pour nos systèmes environnementaux, sociaux et économiques. 4e transition, et pas la plus simple aussi tous les jours, la transition démocratique. L'implication des représentants élus au sein des institutions ne suffit plus à finaliser un processus décisionnaire. Le fait participatif est maintenant une attente majeure de la population sur de très nombreux sujets
que vous gérez quotidiennement. Et cinquième transition qui nous impacte bien évidemment tous, celle d'une économie mondialisée qui a entraîné une très forte concurrence entre nations et pour lesquelles celles dernières ont eu tendance à miser, que ce soit dans tous les pays du monde, à miser sur des sites urbains forts avec des atouts importants dans lesquels on retrouve des formations supérieures, des sièges sociaux de grands groupes, des sièges financiers, des écosystèmes effectivement qui permettent des capacités d'innovation assez importantes et qui permettent surtout de paraître au niveau européen ou international. Une parenthèse, en France, une étude de 2017 de l'Institut de la Caisse des dépôts, effectivement, montrait bien que cette dynamique d'emploi liée aux métropoles, elle est souhaitée, mais elle n'est pas toujours présente. Un certain nombre de métropoles, y compris en France, ne parviennent pas à dégager de l'emploi à la hauteur des espérances. Ce n'est pas le cas de Bordeaux. Bordeaux est effectivement une métropole qui se porte bien, et on verra, on en parlera tout à l'heure. Mais d'autres métropoles en France n'ont pas les mêmes résultats. Donc le fait métropolitain n'est pas synonyme obligatoirement de développement de l'emploi. Deuxième et grande mutation, donc déjà là, on en prend pour un certain nombre d'enjeux et de grandes questions que vous traitez tous les jours sur vos territoires. Mais vous avez connu, il y a très récemment, les transformations liées à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles. Au moins c'est clair, les métropoles sont dans le paysage national, elles ont été actées, voulues par les assemblées nationales, comme effectivement ces points d'appui au développement qui vont nous permettre à l'échelle internationale et européenne de compter. Est venue se rajouter la loi en janvier 2015 sur la délimitation des régions. Nous sommes passés de 27 régions en France à 18, donc 12 en métropole. Et nous avons l'honneur de vivre dans celle qui est la plus grande, en tous les cas en superficie, quatrième en nombre d'habitants, avec près de 6 millions d'habitants, et 12 départements dont vous êtes pour certains les représentants. Et enfin, la fameuse mais bien connue loi NOTRe, nouvelle organisation de la... Alors c'est toujours pareil, celui-là je ne me le mets pas en tête, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui a conduit à une augmentation de la taille des EPCI, puisque chaque EPCI doit maintenant, sauf exception, compter au moins 15 000 habitants, et ce qui a conduit à refondre la carte des intercommunalités de manière très substantielle. Et cela en 4 ans. Là-dessus, dans les mêmes 4 années, troisième grande mutation, la baisse des dotations d'État en direction des collectivités. Baisse rapide et tendancielle. Il y a un débat qui va avoir lieu. Nous avions ce matin un débat fort intéressant avec le président Barouin, le président Rousset, le président Glaise, les représentants effectivement de ces institutions, étant bien décidés à expliquer au gouvernement que c'est quand même compliqué de maintenir des services quand des populations arrivent, ou au contraire quand elles partent, mais qu'on n'a plus d'argent pour rendre un certain nombre de services. Donc pour l'instant, on a une sorte de palier, mais on a quand même vécu quelques épisodes très douloureux au cours des dernières années. Donc dans ce contexte, que j'ai brièvement rappelé, et je vais céder la parole aux personnes, la question de la cohésion territoriale urbain-rurale, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens dans une nouvelle grande région, dans un nouvel contexte financier, dans de nouvelles répartitions de compétences, et avec, malheureusement en parallèle, un sentiment d'abandon et de délaissement de territoires les plus en difficulté, soit économiques, soit d'éloignement des centres urbains importants, qui fait qu'il faut
semble-t-il, et c'est ce que je vais m'employer à demander aux personnes qui sont avec moi autour de cette tour de table, à travailler la question de la cohésion territoriale, qui semble être un enjeu, et qui est un enjeu fondamental pour la qualité de vie dans l'avenir des territoires, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. Mais en Nouvelle-Aquitaine, c'est le thème c'est le territoire qui sera plus particulièrement éclairé au cours de cette table ronde. Donc je vais, dans un ordre qui sera en deux parties, je vais proposer à chacun des intervenants de nous éclairer justement sur sa vision de cette cohésion territoriale en fonction de ses responsabilités, de son échelle de responsabilité territoriale. Et dans un deuxième temps, chacun pourra reprendre la parole pour des pistes d'action et réfléchir à des leviers et à des points d'appui pour travailler à une meilleure cohésion territoriale. Je vais m'adresser à Madame Villeneuve. Madame Villeneuve, vous avez donc eu un parcours important auprès d'élus du monde rural. Vous êtes conseillère métropolitaine. Est-ce que je peux dire que vous êtes un petit peu en position d'avocate des territoires au sein de la métropole ? Oui, alors avocate des territoires au sein de la métropole, certainement, mais aussi avocate de la métropole auprès des territoires. Donc je vais essayer de plaider, si je peux me permettre d'employer ce terme, pour un nécessaire dialogue entre métropole et territoire. On n'a jamais autant parlé des territoires et finalement, ils ne se sont jamais sentis aussi délaissés. Le thème de la fracture territoriale n'est pas nouveau, le tout pour la métropole, le rien pour les territoires. Autrement dit, le clivage urbain-rural existe et existait bien avant la métropolisation. Mais c'est vrai qu'avec la métropolisation, ce clivage s'est amplifié. Alors, on ne va pas résoudre la question de la gouvernance territoriale par des slogans anti-métropole. Inutile de stigmatiser. Alain Bourdin nous dit, affirme, les métropoles existent. Autrement dit, elles sont là et comment faisons-nous avec et ensemble surtout. Philippe Estèbe pense, lui, qu'il vaut mieux être sous l'influence d'une métropole plutôt qu'être éloigné de tout. Effectivement, on peut se demander si Castillon-la-Bataille, Rozan, Saint-Germain-du-Puch, Madame le maire, finalement, est-ce que les choses seraient différentes si la métropole n'existait pas ? On voit bien que la question n'est pas là. Donc, Alain Juppé a pour volonté de jouer à fond la carte de la complémentarité. Il a à cœur de ne pas construire une métropole qui soit hors sol, condescendante, triomphante, qui assèche les territoires. Tous les jours, on entend, je dirais, un peu le même discours, pardon, mais il nous faut avancer. Alors, je ne vais pas non plus vous tenir le discours sur la théorie du ruissellement, qui, bien sûr, selon laquelle le dynamisme de la métropole irriguerait jusque dans les territoires de la Creuse, par exemple, pour faire un petit clin d'œil au sénateur Lozach. Mais je dirais que cela ne doit pas nous empêcher de dialoguer. Il n'est pas question non plus de nier les fractures sociales. Donc les fractures, effectivement, où on se considérerait avec un discours victimaire. Nous souhaitons, comme d'ailleurs le dit Jacques Attali très récemment, ne pas être dans la posture de résigner à assister. Nous devons concourir à la création d'une position d'équilibre de gagnant-gagnant.
Bordeaux Métropole est une chance pour son hinterland et c'est le postulat que nous avons choisi à la métropole. Et je sais bien que les élus ruraux ou périurbains que vous pouvez être, forcément, ça peut vous irriter, mais finalement, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer et d'avancer ensemble? Alors, la cohésion territoriale et l'équilibre de cet aménagement territorial, eh bien, c'est aussi le champ des possibles. Les coopérations territoriales doivent nous permettre de travailler ensemble, de passer du statut de voisin plus ou moins proche, de connaissance, à la prise de conscience que nous avons un destin commun. L'interterritorialité ne se décrète pas. Nous ne sommes pas non plus dans les effets d'annonce. Alain Juppé n'a pas parcouru toutes les communes de la grande région pour dire que nous coopérions. Non, nous savons que c'est un travail sur le long terme, sur un temps long, et nous essayons de construire avec une vraie capacité à analyser les politiques publiques et le retour et la lisibilité. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, cette région comprend 12 départements, donc c'est un vaste chantier que de lancer des coopérations territoriales, mais Bordeaux Métropole est très attractive, elle rayonne à l'international et elle rayonne grâce au vin, donc vous voyez bien, le vin c'est aussi les territoires. Elle a su se réinventer, elle est classée parmi les capitales européennes les plus désirables, mais elle souhaite surtout créer des synergies avec les territoires dans une vraie réciprocité. Comment conduire donc cette politique publique efficace dans ce labyrinthe d'acteurs? Et c'est peut-être là tout l'enjeu de notre séance aujourd'hui, d'identifier finalement la véritable action politique à mener et publique pour avancer et sortir de ce clivage. Pour faire l'alliance des territoires, il nous faut travailler donc à l'alliance de tous les acteurs, citoyens compris. C'est un jeu collectif, nous devons le faire ensemble. La métropole n'est pas autarcique, elle ne se suffit pas à elle-même, elle dépend des territoires qui l'entourent et inversement. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement alimentaire entre zones denses consommatrices et zones peu denses productrices, de la limitation des déplacements, de l'emploi, de l'énergie. Nous sommes dans un monde de flux qui nous projette hors des périmètres définis, ce qui perturbe à la fois le politique d'ailleurs et l'administration, parce qu'on leur demande de sortir de leur zone de pouvoir et finalement de travailler avec leurs voisins. Donc c'est une démarche qui est nouvelle, et vous le disiez tout à l'heure, et il faut que ça rentre un peu dans les mœurs aussi. Voilà, mais on peut échafauder finalement toutes les stratégies. Il nous faut résoudre avant tout la question du numérique et des mobilités. Condition incontournable pour que nos territoires innovants deviennent performants. La fibre peut effectivement mettre nos territoires sur un pied d'égalité totale, mais même si on sait finalement que l'inclusion n'est pas qu'une question de fibre, puisque 56% des Français n'effectuent pas de démarche en ligne. Voilà, mon collègue peut-être abordera ces questions. Mais c'est des sujets qui me semblent incontournables quand on veut parler d'égalité des territoires. Nos territoires sont innovants, encore faut-il leur donner les moyens de l'être. Voilà. Et d'ailleurs, la Smart City, finalement, sera effectivement intelligente qu'avec ses territoires et pas repliée sur elle-même. Voilà.
Merci. Merci, Madame Villanov. Effectivement, vous nous présentez une métropole qui s'intéresse aux autres, qui effectivement a des ambitions pour elle-même et pour les territoires qui l'entourent. C'est aussi intéressant, nous en reviendrons, mais je vais céder la parole à Madame Briquet, qui a un regard. Alors, nous étions au cœur d'une métropole, nous allons nous transférer un petit peu plus loin sur la carte de la nouvelle région Aquitaine, un petit peu plus au nord. Et effectivement, dans cette situation géographique, Madame Briquet, quelle est votre vision de la cohésion aujourd'hui ? Un micro. Tout d'abord, alors, comme ma collègue tout à l'heure, alors ce qu'on peut observer au niveau de la Haute-Vienne, c'est un petit peu la réplique de ce qui vient d'être décrit là, mais d'une manière beaucoup plus petite, hein, puisque l'agglomération de Limoges n'a rien de comparable à Bordeaux, et que le reste du département est beaucoup plus rural. Donc ma vision va être un petit peu à deux niveaux, sur le niveau département de la Haute-Vienne, et puis sur ce qui est pour nous une grande nouveauté, hein, dans le nord de notre nouvelle grande région, c'est l'inclusion à cette région qui est pour nous très vaste, beaucoup plus peuplée. Donc on perçoit d'autant plus l'acuité de la problématique des territoires ruraux. Ce que je constate, mais comme ma collègue a pu le dire tout à l'heure, c'est effectivement pour l'instant, je dirais, l'existence de fissures territoriales, hein, qui sont perceptibles entre les zones urbaines et les zones rurales, et auxquelles nous devons particulièrement veiller si l'on ne veut pas que ce soit demain de vraies fractures, et fractures sur lesquelles nous n'aurons que peu de moyens d'action pour établir les choses. Donc je crois que le cœur de toutes les politiques qui doivent nous animer tous est bien l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire au niveau national, bien sûr, au niveau régional, mais également au niveau départemental. Je crois que c'est en multipliant toutes les échelles, en actionnant tous les leviers, que nous pourrons ainsi préserver l'équilibre de nos territoires. Parce qu'à défaut de justice entre tous les territoires, ou d'égalité des territoires, je crois bien que c'est la notion d'équilibre que nous ne devons pas perdre de vue. Parce qu'aujourd'hui, pour résumer, à l'échelle donc de la Nouvelle-Aquitaine, on a une importante zone très, très, très dense, Bordeaux métropole et son aire urbaine. Alors effectivement, avec une croissance très très rapide, une vaste zone littorale très attractive elle aussi, et des territoires ruraux. Alors ponctués de petits pôles urbains qui essayent tant bien que mal de résister à l'attractivité, qui est une bonne chose, hein, mais là aussi, il faut veiller à ce que ça ne soit pas cette attractivité soit au bénéfice de tous et pas au détriment des territoires qui l'entourent, et notamment ceux qui en sont les plus éloignés. Dans les deux premiers cas, nous sommes face à un phénomène de concentration des activités et des habitants, avec des risques aussi de surexploitation et de l'espace et des ressources, et l'apparition aussi de conséquences par voie de fait assez lourdes à traiter, puisqu'on voit bien que des difficultés se créent, notamment en matière de logement sur Bordeaux. Je pense que c'est quand même c'est beaucoup plus difficile, je le pense, de se loger sur Bordeaux que sur Limoges, par exemple. Il me semble que ni l'accès au logement, ni le coût du loyer, les coûts de loyer doivent être beaucoup plus prohibitifs ici que sur le nord de la grande région. Donc là aussi, il y a des conséquences auxquelles il faut penser. Et dans le second cas, nous sommes dans une situation alors pas de désertification, on ne va pas caricaturer, mais où le sentiment d'abandon commence à gagner,
et où les populations quittent un petit peu les campagnes. Donc on se retrouve d'un côté avec une concentration urbaine très très importante, et de l'autre des territoires qui se dépeuplent peu à peu, et ceci au détriment et des uns et des autres. Ceci aussi avec peut-être conséquence des lois actuelles, puisque ne serait-ce que dans nos plans d'urbanisme, parce que je pense qu'en face de moi, il y a de nombreux maires qui sont en train de revoir leur plan d'urbanisme, on nous demande de plus en plus de densifier. C'est le terme à la mode, mais toute densification n'est pas forcément bonne à l'échelle de nos territoires. Donc là aussi, il y a toujours cette question d'équilibre à garder en tête. Et moi, peut-être ce qui me marque le plus, c'est que voilà, il y a entre les lois, entre les conséquences qu'elles peuvent avoir, entre ce qui se passe réellement sur les territoires, on a perdu un petit peu de bon sens, et il me semble qu'une vraie politique d'aménagement de territoire à tous les niveaux pourrait permettre d'avoir une situation plus équilibrée et qui évite ces difficultés que nous connaissons dans l'ère urbaine et ces difficultés que nous connaissons en milieu rural. Et comme ma collègue aussi le précisait tout à l'heure, la clé de tout tourne autour des mobilités. Mobilité physique, les infrastructures routières, ferrées, aéroportuaires que nous pouvons développer, les liens entre tous nos départements, mais aussi, bien entendu, les infrastructures numériques. Et on sait combien il reste à faire en la matière, puisque chez nous, en Haute-Vienne, alors ça doit être aussi, on ne doit pas être les seuls quand même, le seul département à connaître encore des zones blanches en matière de téléphonie et en matière de numérique, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc l'aménagement du territoire, c'est une donnée presque qu'on avait dégagée de nos viseurs, et je crois qu'il est temps de s'y remettre en conclusion. Merci beaucoup. Je note que vous êtes, et c'est plutôt effectivement une très bonne chose, sur un certain nombre de points en complète accord avec les personnes représentant la métropole, que vous rencontrez les mêmes difficultés dans certains points, dans certaines. Donc il peut y avoir aussi, et ça ce sera, je sais que vous m'en aviez parlé, mais des échanges aussi qui peuvent se faire à la taille de cette grande région, qui, avec des transferts d'expérience, en cas de réflexion que vous pouvez mener, vous, responsables politiques, qui vous permettent de construire collectivement des réponses. Peut-être nous en dire un mot sur cet aspect-là ? Alors, bien entendu, je ne vais pas dire que tout... Alors, vous ne voyez pas dans mon propos que tout est négatif dans une grande région telle que celle-ci, puisque s'il y a bien une plus-value qu'elle peut apporter, effectivement, c'est que nous sommes une grande région composée de 12 départements qui se rencontrent, dont les élus se voient régulièrement. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai répondu à l'invitation de mon collègue Gérard César, président maintenant de la FRAMNA, de la Fédération régionale des maires de Nouvelle-Aquitaine. Donc nous voyons, nous échangeons beaucoup sur les difficultés, et effectivement, c'est bien de voir un petit peu à côté comment les choses se passent, et nous nous rendons compte que même sur ce vaste territoire qu'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que du fin fond de la Haute-Vienne, on se dit oui, Bordeaux, il y a Bordeaux et après plus rien. Maintenant, il y a autre chose aussi. Bordeaux, c'est très bien, c'est un pôle d'attractivité formidable, mais il y a aussi d'autres départements de l'autre côté de Bordeaux. Il y a aussi des départements à côté. Nous sommes beaucoup de territoires ruraux en Nouvelle-Aquitaine avec des problématiques qui se ressemblent. Et c'est vrai que cette nouvelle région nous donne l'occasion d'avoir un petit peu de réseau, d'échanger,
de même initier quelques formations pour les élus ensemble, de voir de nouvelles pratiques, et surtout peut-être que ce lien-là sera le ciment de l'aménagement de demain qui nous fait un petit peu défaut à l'heure actuelle, où on se sent un peu perdu. Il me semble que des coopérations maintenant se mettent en place, que le millefeuille aussi, tant de fois décrié, il est fort utile. Il est fort utile dans cette nouvelle région. Ça nous a permis aussi de remettre un acteur qui a été aussi sur la sellette pendant un temps, qui est le département. Les départements sont plus que jamais des interlocuteurs pour les communes, et notamment, je vois, c'est le cas en Haute-Vienne, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres départements, mais c'est le département qui est le premier soutien à l'investissement des communes, aussi bien en milieu rural, mais qu'en milieu urbain, via les EPCI, par des interventions financières importantes. Donc je crois que là, il y a aussi des échanges de pratiques qui nous permettent d'avancer et de maintenir un tissu qui soit agréable pour accueillir nos habitants et dans de bonnes conditions. Je vous remercie, merci beaucoup. On va revenir à une échelle de cette analyse depuis la Haute-Vienne, avec tous les espoirs qu'on peut avoir aussi à l'échelle d'une plus grande région. Mais cette région, on l'a dit à plusieurs reprises, la plus grande de France, 85 000 km², un petit État. Si on se le rapproche, comme on le fait souvent, de l'Autriche ou du Danemark. Donc, quand on est à cette échelle territoriale, Monsieur Azoir, on voit les choses comment exactement? Bonjour à tous. Alors, avant de vous expliquer comment on voit les choses, peut-être simplement rebondir sur ce qu'a dit Madame Briquet, et ce que je vais évoquer ne va pas la rassurer, mais la question de l'absence de couverture mobile ou de très haut débit sur tout un territoire n'est pas l'apanage de la Haute-Vienne, mais malheureusement, c'est bien l'ensemble du territoire français et des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, mais j'y reviendrai dans un deuxième temps. Juste la question qui est posée autour de la cohésion des territoires entre urbain et rural, vous le comprendrez bien, Mme Bridel, vous l'avez évoqué en introduction, elle est consubstantielle aujourd'hui avec l'action de la région Nouvelle-Aquitaine. Une seule raison, la réforme territoriale, la réforme géographique nous a conduit à nous marier, 3 belles régions, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, avec des territoires, des départements qui sont vastes, riches, divers, des départements, des métropoles, 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants, évidemment une capitale régionale réputée, mais si nous-mêmes, nous ne pensons pas au quotidien cohésion entre urbain et rural, évidemment, nous nous trompons. Une fois qu'on a dit ça, les constats qu'on pose, le premier, je viens d'en parler un peu, notre région, elle dispose de nombreux atouts. Au-delà de ces métropoles, il y a aussi toute la zone littorale, une belle zone littorale, maintenant à 720 km, avec des véritables poumons attractifs, des zones touristiques, mais également, et il n'y a pas un déplacement que je fais qui ne m'y fasse penser, des initiatives innovantes partout en région, des entreprises qui créent de l'activité et de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et puis, peut-être pour appuyer sur un fait qui n'est pas forcément connu, on n'a pas forcément en tête que la ville de Bressuire dans les Deux-Sèvres, et plus particulièrement l'ensemble du département, connaît un des taux de chômage le plus faible de France, 6,8%. Et une particularité autour des revenus les moins inégalitaires également. Alors la question, une fois qu'on a fait ce constat, c'est pourquoi? Et est-ce que ça peut nous aider aussi à construire nos politiques publiques? Alors quand on regarde, on s'aperçoit que c'est le fruit d'une industrie relativement diversifiée, d'un réseau de PME et de TPE autour de 10 à 50 salariés qui connaît une surreprésentation par rapport à l'ensemble du territoire français. Et tout cela couplé à une tradition forte d'élevage et un poumon économique autour des mutuelles et plus globalement autour de Niort. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de ces cas-là pour aussi bâtir une politique régionale. Alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, et Mme Briquet l'évoquait, ces atouts et ces réussites ne nous font pas
oublier un certain nombre de territoires, souvent enclavés, où l'accès aux services à l'emploi est souvent source de sentiments d'abandon. Un autre chiffre, il est toujours bon d'avoir quelques chiffres en tête. En Nouvelle-Aquitaine, les zones denses, les zones peu denses et très peu denses couvrent 94% du territoire. Je pourrais faire le pont avec le numérique, mais je le ferai tout à l'heure. Mais 94% du territoire et seulement 53% de la population. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième, je vais le faire rapidement, c'est autour de la question de la sédentarisation. On a parlé beaucoup de mobilité. J'en parlerai vraisemblablement aussi dans la deuxième partie, alors pas autour du rapport Spinetta ou un certain nombre de débats sur la réforme de la SNCF qui me donne un peu de l'urticaire, mais la question de la sédentarisation et quels sont les vecteurs qui sont aujourd'hui identifiés, qui fait qu'un habitant de la Nouvelle-Aquitaine vit dans un endroit. Ils sont de trois ordres, hein, j'invente pas l'eau chaude ni la poudre, c'est la question de l'emploi, du lien social et de la formation. Un habitant va rester quand il trouve au moins un ou deux de ces vecteurs-là. Mais ça me permet simplement de faire le lien avec une compétence forte de la région, qui est la formation. Et comment on fait pour que notre formation soit au plus près des territoires ? Je vais citer juste deux exemples. C'est tout le dispositif que nous avons appelé l'école régionale du numérique, qui, sur des dispositifs de formation souvent courtes, 6 mois, 1 an, à destination du public qui sont soit des décrocheurs, soit des demandeurs d'emploi, mais qui permettent, parce que disséminés sur l'ensemble du territoire, de faire en sorte que ces personnes trouvent un travail sur place. Et parce que ça a été également évoqué par les deux intervenantes avant moi, cette question du numérique, c'est celle aujourd'hui qui est la plus grande pourvoyeuse d'emploi. Et le deuxième point important autour de la formation, c'est la formation autour des métiers de santé. Il n'y a pas meilleur maillage territorial que ce que nous appelons les IFSI, les instituts de formation des soins infirmiers, alors qui ne forment pas que des infirmiers ou des infirmières, mais tous les personnels de santé. Et c'est bien en faisant en sorte qu'il y en ait partout dans Nouvelle-Aquitaine, et pas que sur les préfectures des départements, mais plus de 20, qui font que derrière, les personnes formées là trouvent de l'emploi en région. Et hors métropole bordelaise, évidemment, les cas de ce qu'on appelle le nomadisme d'attractivité, en réalité, il n'existe pas. Et je ne fais pas injure à Madame Briquet quand je dis qu'on ne vient pas en Haute-Vienne pour le festival Festizag. De la même façon qu'on ne vient pas s'installer en Lot-et-Garonne uniquement pour la tomate, ni même pour les francopholies à La Rochelle, voire pour le piment d'Espelette. Et qu'il faut vraiment créer autre chose, et c'est bien une dynamique sociale et économique qu'il faut travailler à partir d'éléments un peu de spécification des territoires. Quand j'évoquais Bressuire tout à l'heure, le travail que nous menons depuis de nombreuses années, mais depuis 2 ans, avec le mariage de ces régions, c'est de regarder quelles sont les spécificités des territoires. Je pourrais par exemple citer le pôle autour des métiers du cuir et du luxe, dans le nord de la Dordogne, Tivay-Nontron, et aussi le sud de la Haute-Vienne, à Saint-Julien. On peut évoquer toutes les industries du bois, en Corrèze ou dans les Landes, la formation aux travaux publics dans la Creuse, autour des Gletons, les activités pour la santé aussi en Haute-Vienne, les industries agroalimentaires dans la Genève. Et c'est vraiment à partir de ces spécificités du territoire que nous avons décidé de bâtir notre action publique. Alors, bâtir notre action publique, c'est de 2 ordres. Je citerai deux schémas un peu importants. La question de la politique contractuelle, comment la région Nouvelle-Aquitaine passe des contrats avec des territoires. L'échelle de la Nouvelle-Aquitaine n'est plus le bon. Donc, nous avons défini 51 territoires sur la Nouvelle-Aquitaine, à partir de bassins de vie et d'emploi, avec comme objectif justement de porter des dynamiques et des projets structurants, en appréhendant mieux la ruralité, tout en aménageant durablement le territoire à partir d'éléments importants. Et c'est dans le débat public depuis un certain nombre, je trouve, de mois, voire d'années, la question des centres-bourgs. On parle de la revitalisation des centres-bourgs. Okay. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et il me semble que pour relever
le défi de la cohésion sociale, il faut vraiment réattribuer au commerce leur rôle. Alors pas uniquement le rôle de dynamique, de périphérique, mais aussi le rôle de centralité et de ce que ces commerces créent dans ces centres-bourgs autour de liens sociaux, de mixité. Alors, pour pas être trop long, j'évoquerai juste que cette contractualisation, nous l'avons voulu aussi différencier, c'est-à-dire que ces 51 territoires ont un degré de vulnérabilité différent, une échelle de 1 à 3, à partir d'indicateurs très objectifs de l'INSEE, le revenu des ménages, la formation des personnels, l'évolution démographique et évidemment l'accès à l'emploi. Mais comme aujourd'hui, il nous faut, et c'est une nécessité, faire aussi avec les réalités énergétiques et environnementales, toutes les discussions que nous avons en ce moment dans le cadre du SRADET, le SRADET étant le schéma régional d'aménagement, développement durable et égalité des territoires, doit nous conduire vraiment à faire, je dirais, la complémentarité entre des dynamiques économiques locales, j'en citais quelques-unes, tout en répondant à ces enjeux environnementaux. Un dernier point, parce que la question qui est aussi souvent posée pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi le sens de cette région ? Comment on fait territoire ? Est-ce qu'on se sent plus basque ? Est-ce qu'on se sent du Quercy ? Est-ce qu'on se sent bordelais, occitan ? Et l'idée, c'est à la fois de créer un attachement au territoire, un lien social, un bien-être, mais en tirant dans un mécanisme de solidarité, je dirais, plus global, la région vers le haut. Merci. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, les ambitions sont élevées. Elles sont travaillées, on voit. Vous avez mis en place beaucoup de chantiers pour rassembler le plus possible des territoires qui étaient jusqu'à présent peu en lien. Les 3 anciennes régions sont en train de se construire une identité, sont en train de travailler sur des grands chantiers. Et je pense que la prochaine personne, c'est-à-dire Madame Violet, qui va nous exposer, travaille aussi à construire une cohésion territoriale. Vous êtes, vous aussi, vous avez vécu la création de la nouvelle grande région, la cohésion rurale-urbain. Est-ce que vous la ressentez ? Comment la ressentez-vous ? Bonjour à tous. Oui, on a vécu la création de ces grandes régions et la Caisse des dépôts s'est même adaptée à la création de ces grandes régions avec un parti pris qui était de rester en proximité territoriale, c'est-à-dire que nous avons 80 collaborateurs Caisse des dépôts à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et nous avons gardé notre répartition géographique initiale, à savoir que nous avons une équipe à Poitiers, une équipe à Limoges, une équipe à Bordeaux et que nous avons même créé au moment de la fusion des régions, une toute petite antenne à Pau, avec 3 personnes. L'idée pour nous, c'est d'être en proximité immédiate des collectivités territoriales pour bien comprendre leurs enjeux, bien comprendre leurs besoins et pouvoir les accompagner de manière presque sur mesure par rapport à d'autres types d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Donc l'ancrage territorial, c'est la première volonté de la Caisse des dépôts et nonobstant ces grandes régions, on peut faire de l'ancrage territorial de grande proximité à l'échelle de cette grande région. Deuxième point, on a effectivement effectué un diagnostic territorial qui est complètement partagé d'ailleurs avec la région Nouvelle-Aquitaine et les services de la région et qui rejoint totalement ce que vient de dire M. Azoir, à savoir qu'on a identifié des typologies de territoires à l'échelle de la région qui n'ont pas forcément à voir avec le découpage territorial tel qu'on le connaît, communes, EPCI, départements, voilà, qui sont des typologies de dynamique, de développement économique, de dynamique de population, etc. Et notre sujet en termes d'accompagnement, c'est d'arriver à faire en sorte que tous ces territoires tirent leur épingle du jeu, quelle que soit leur typologie, en valorisant leurs atouts. Donc bien faire prendre conscience à ces territoires de quels sont exactement leurs atouts.
Je prends un exemple, quand le groupe La Poste décide d'implanter deux grands entrepôts logistiques pour deux de ses filiales que sont Chronopost et Viapost, il décide de les implanter à côté de Brive. Il ne décide pas de les implanter sur la métropole bordelaise. Pourquoi ? Parce que Brive a un atout de poids qui est le croisement des deux autoroutes. Et que Brive a un deuxième atout de poids qui est que le foncier est moins cher que sur la métropole bordelaise. Et comme c'est des entrepôts extrêmement vastes, voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais chaque territoire a la capacité de tirer son épingle du jeu sur cette grande région. C'est vraiment fondamentalement ce que nous croyons, et nous le vivons tous les jours dans la manière dont nous accompagnons les projets territoriaux et dont nous les voyons émerger sur le territoire. Merci beaucoup. Je vais effectivement assez vite pour qu'on ait le temps aussi en deuxième partie de faire les leviers et de demander donc à Monsieur Michel Stumboff, donc secrétaire général aux affaires régionales, voilà, l'État, représentant l'État qui a de fortes responsabilités, qui a donc mis en place un certain nombre de... Enfin, c'est pas l'État qui... Les assemblées, les dernières lois... un chamboulement assez complet dans le paysage. En Nouvelle-Aquitaine, comment est-ce que vous articulez toutes ces politiques pour mener une cohésion territoriale forte ? Bonjour à toutes et à tous. Bon, arrivé à ce stade de la table ronde, qui n'a rien de rond d'ailleurs, beaucoup de choses ont évidemment été dites, quasiment tout a été dit par les différents partenaires, acteurs présents à mes côtés. Et en plus, nous atteignons une heure totalement fatidique en termes de digestion, là. Donc, je serai bref. J'ai noté que dans les propos qui ont été tenus autour de cette table par ronde, on passait sans trop de distinction entre la notion de cohésion des territoires et la notion d'égalité des territoires. Alors, l'État, le premier... entretient une certaine ambiguïté dans les termes d'ailleurs, puisqu'on passe selon les époques, selon les institutions, selon les outils, à la notion d'égalité ou la notion de cohésion. Vous avez noté qu'il y a quelques années, la DATAR, la célébrissime DATAR, s'est transformée en commissariat général à l'égalité des territoires. Monsieur Mézard est, au sein du gouvernement, le ministre chargé de la cohésion des territoires. Et pourtant, il suffit d'ouvrir un dictionnaire, hein, ces termes ne sont pas totalement synonymes. Et pour ma part, mais là c'est un point de vue personnel, je ne suis pas là pour évoquer les points de vue personnels, je penche beaucoup plus pour la notion de cohésion, et je privilégie beaucoup ce terme et cette notion de cohésion plutôt que la notion d'égalité. Alors l'égalité c'est beau dans la République, hein, c'est dans notre, ça fait partie de nos fondamentaux absolus, hein, mais l'égalité, ça veut dire à la fin tous pareils. Bon, je ne sais pas si c'est une vocation réelle, si c'est une vision réaliste des choses que de considérer que les territoires, à la fin de toutes les interventions et de toutes les actions politiques, ils doivent être tous exactement pareils. Parce que les territoires, ils ont fondamentalement, intrinsèquement, des caractéristiques, des spécificités, des atouts, des difficultés qui leur sont totalement particuliers. Et donc, les territoires, c'est autant de territoires. Et la France est riche de ça. Hein. La France est riche de cette multitude d'identités liées à la diversité de ces territoires. Donc, moi, pour ma part, je pense qu'il faut beaucoup plus raisonner en termes de cohésion qu'en termes d'égalité. La cohésion, qu'est-ce que c'est ? De mon point de vue, la cohésion, c'est deux choses. C'est... assurer la cohésion des différents territoires qui constituent le pays ou qui constituent à notre échelle l'immense région Nouvelle-Aquitaine, c'est premièrement assurer un développement, une articulation harmonieuse entre les différents territoires. Ont été employés à cette table les termes de fracture, de fissure. La cohésion, c'est agir contre ces risques de fissure ou de fracture, c'est assurer une cohérence, une articulation cohérente entre les différents territoires. Et le deuxième aspect, me semble-t-il, du terme cohésion, c'est la solidarité. C'est mettre en place des mécanismes de solidarité entre les territoires. Et c'est là que l'ensemble des acteurs publics, mais évidemment au niveau national, l'État, trouve sa fonction fondamentale, hein. À quoi sert fondamentalement l'État ? Ce n'est pas un débat que j'ouvre. Hein. À quoi sert fondamentalement l'État ? C'est notamment. Oh non, c'est pas un débat. Je sais que les points de vue sont contrastés sur ce sujet, mais fondamentalement, la fonction de l'État, c'est d'assurer. C'est d'abord l'impartialité.
Deux, c'est d'assurer cette solidarité à l'échelle nationale entre les différents territoires. Les outils de cette solidarité qui sont portés par l'État, par le gouvernement, vous les connaissez tous. Hein, je ne vais pas ici me lancer dans un catalogue promotionnel, ce n'est pas du tout l'objet de l'exercice, mais simplement vous rappeler comment ces différents outils actuellement en action, hein, contribuent à cette solidarité nationale. Ça a été beaucoup évoqué à très juste titre par les différents participants de la table ronde. La solidarité, c'est avant tout, fondamentalement, une question d'infrastructure, d'équipement en termes d'infrastructure, permettant d'assurer la liaison, le fait d'être relié, d'assurer la mobilité. Alors c'est évidemment les très grandes infrastructures routières et ferroviaires, hein. Dans la région, il y a de très nombreux exemples dans ce domaine-là et de très nombreux exemples de défis à relever, de difficultés que nous rencontrons et d'enjeux à relever. La mobilité, la liaison, la reliaison, c'est évidemment aujourd'hui aussi, de manière tout aussi importante, la question du numérique et des infrastructures et des équipements numériques. Bon, ben ça, l'État agit, intervient évidemment hein, sur tous ces sujets, à la fois du numérique et des infrastructures routières et ferroviaires, notamment, et beaucoup à l'heure actuelle, dans le cadre des contrats de plan État-région et de leur volet mobilité. La solidarité nationale, c'est aussi l'action en faveur des villes et des grandes villes. Le président de la République a réuni hier les acteurs de la politique de la ville pour redéfinir un peu les objectifs et les ambitions nationales dans ce domaine. Je n'y reviens pas de manière approfondie, hein, mais toute la politique de l'État, qu'il s'agisse de la politique de la ville, c'est-à-dire de la politique sociale et démographique vis-à-vis de ces quartiers, ou la politique de l'ANRU, hein, de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, sur des aspects plus hard de déconstruction, de démolition, de reconstruction, de remodelage des quartiers, ben voilà un volet fondamental de la solidarité nationale destinée aux villes. Un autre niveau, ça a été évoqué aussi par plusieurs personnes, c'est l'action nécessaire, indispensable, urgente aux yeux de tout le monde aujourd'hui en faveur des villes moyennes, des petites villes qui, dans beaucoup de cas, se trouvent en situation de perte de vitesse, de manque de dynamisme et qui nécessitent une impulsion, une redynamisation. Et donc, c'est notamment la politique en faveur, alors qui s'appelle Action Cœur de Ville, hein, qui a été lancée par le gouvernement au début de l'année et qui est en train de démarrer, de se mettre en place et qui concerne 22 villes moyennes, c'est-à-dire en gros des villes entre 20 000 et 100 000 habitants, c'était à peu près ça la cible. 22 villes sont concernées à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a quelques années, je rappelle, un dispositif en faveur de villes plus petites, ce qu'on appelle les bourgs-centres, hein, les bourgs un peu gros qui jouent un rôle de polarité dans le monde rural. Là aussi, des actions ont été conduites. Et enfin, je rappellerai la mise en place l'an dernier, qui va se poursuivre cette année et se perpétuer, des contrats de ruralité, qui sont des outils destinés, comme leur nom l'indique, hein, aux intercommunalités de nature rurale dans les territoires pour les aider et les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets. Donc, vous voyez, ces outils, hein, ils sont nombreux, vous les connaissez, vous y participez. Ils visent tous fondamentalement à assurer cette solidarité nationale à l'égard des différents territoires, de ces territoires différents. J'insiste là-dessus, je reviens à ce que j'ai dit au début de mon propos, hein, la différence des territoires et le fait que c'est non seulement une réalité, mais une richesse. Je terminerai, si vous me permettez, en disant juste un mot. Ne perdons jamais de vue, mais je pense que personne ne le perd de vue, que le développement des territoires, quoi qu'on fasse, quelques politiques de solidarité qu'on mette en œuvre, ce développement, il est avant tout endogène. Et on a beau accompagner, aider, faciliter, faire preuve de solidarité, si l'énergie dynamique
si l'origine, le moteur du développement, il n'émane pas des territoires eux-mêmes, il n'est pas porté par les territoires, les choses sont difficiles. Et si vous regardez autour de vous les exemples de dynamisme et de projets qui se développent et qui fleurissent, à un moment donné, il y a forcément comme donnée essentielle l'énergie, la mobilisation, l'implication des acteurs mêmes de ces territoires. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Effectivement, vous avez déjà introduit la deuxième partie de cette table ronde que nous souhaitions, après avoir effectivement eu une vision transversale des acteurs qui vivent les territoires ou qui accompagnent ces territoires. C'était bien de parler des leviers et des points d'appui, des innovations potentielles organisationnelles ou autres qui pouvaient nous permettre de renforcer des cohésions. Je vous rejoins tout à fait personnellement sur la notion de cohésion territoriale. Faisons déjà la cohésion territoriale et puis on passera peut-être à l'égalité après. Mais déjà la cohésion est un vaste chantier, à savoir de pouvoir relier des territoires entre eux et que l'on n'ait pas de fracture entre un urbain et un rural où on aurait énormément de services d'un côté et puis on aurait malheureusement des services ou des activités qui seraient vraiment en difficulté de l'autre côté d'une certaine frontière. Et ça, ce serait quand même dommageable que nous en arrivions là. Et donc aujourd'hui, alors nous sommes laissés aller tout ce temps que nous sommes, avec le temps, mais c'est pas bien, c'est moi qui aurais dû. Donc je vais vous demander, en cette seconde partie, peut-être de nous donner vos pistes pour les années à venir, pour éviter que ces fractures ne se réalisent, parce que parfois elles ne sont pas là, mais en tous les cas, qu'elles ne viennent pas ou qu'elles ne se renforcent pas, qu'elles ne s'amplifient pas. Madame Villanove, merci beaucoup. Si vous pouvez recommencer à nous exposer votre analyse sur cette partie des leviers. Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Stumboff. Alors vous le voyez, tout le monde s'accorde à dire que nos territoires sont innovants. Je serais tentée de dire, donnons-leur les moyens et de manière efficace et le plus rapide possible. Vous parlez des infrastructures, c'est un vrai sujet que peut-être nous aborderons avec mon collègue. Le numérique, c'est pas l'Arlésienne, mais tout comme. Mais je sais que les choses vont bouger et que la région a pris à bras-le-corps ce sujet. Mais je pense que, comme M. Stumboff aussi, effectivement, il faut faire confiance à la capacité de nos acteurs locaux à prendre le destin de leur territoire en main. Voilà, ils ont effectivement toute l'énergie nécessaire, mais je sais aussi que parfois ils ont envie de baisser les bras parce que ça fait trop longtemps qu'on parle de sujets qui ne viennent pas. Donc j'ai pas envie non plus de leur tenir des discours qui sont un petit peu stériles. Je voudrais parler donc de Bordeaux Métropole Coopérative qui affiche sa volonté d'informer, de dialoguer, voire de contractualiser. Nous avons choisi le dialogue bilatéral, ce qui n'exclut pas d'ailleurs le dialogue multilatéral, mais sur des thématiques communes, partagées par plusieurs territoires. Mais nous n'avons pas pris volontairement l'option du pôle métropolitain. J'entends ça et là, mais la métropole n'a pas fait de pôle métropolitain. En fait, nous avons souhaité éviter la nouvelle couche au millefeuille institutionnel. De même, nous n'avons pas fait le choix des contrats de réciprocité parce qu'ils portent essentiellement sur l'ingénierie juridique pour la plupart. C'est une bonne formule, mais
nous sommes sur quelque chose de plus souple, finalement, des contrats de coopération dans lesquels nous mettons ce que nous avons envie et ce que nous souhaitons y mettre. Voilà. Donc nous sommes, je voudrais dire, une petite équipe. Je précise, donc avec une ambition et beaucoup d'énergie. Nous coopérons avec des experts, Jean-Marc Hoffner et son équipe de l'AURBA, Martin Vanier. J'en profite pour remercier également la directrice régionale de la Caisse des dépôts, avec qui nous travaillons également sur des études. Alors, nous n'allons pas révolutionner le système, mais nous avons la ferme intention de nous faire sentir, comme disait Chabon. Nous faisons du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Bordeaux Métropole a contractualisé une coopération avec Angoulême dès 2016. Avec Angoulême et la communauté d'Aglo, nous avons des projets sur le tourisme. Je rappelle que nous sommes à 32 minutes d'Angoulême en LGV. Donc, nous avons des choses à voir ensemble, notamment sur le pôle image, la BD, des échanges de résidences d'artistes. Nous avons associé Angoulême lors de la session de Cartoon Movie et des rencontres de nos écosystèmes qui sont régulières. Alors, une opération extrêmement significative a été développée. Alain Juppé a lancé avec l'établissement public foncier national et Bordeaux-Atlantique une opération très originale qui consiste à proposer à des promoteurs une opération conjointe sur un terrain à Angoulême et sur un terrain à Bordeaux-Atlantique. La proposition du promoteur devant se faire sur les deux sites à la fois. Cet appel à projet s'inscrit dans l'axe de notre coopération gare et lieu d'affaires, autrement dit, faire du réseau un territoire commun. En 2017, nous avons signé un protocole de coopération avec la CALI, l'agglomération de Libourne. Nous travaillons sur différents sujets, notamment sur les mobilités. L'une des idées d'Alain Juppé et de Philippe Buisson serait de concrétiser le projet de Car Express avec Libourne. Nous avons demandé au syndicat mixte des transports piloté par la région de développer ces formules parce que, vous le savez, la métropole est congestionnée. Donc, c'est des schémas que nous pouvons reproduire vers Arcachon, vers Saint-André-de-Cubzac. Donc, nous réfléchissons effectivement à avancer sur ces questions de mobilité. Même sujet d'ailleurs avec Marmande, à leur initiative. Cette année, nous préparons 2 protocoles de coopération, donc avec Val-de-Garonne, pour mettre en place un plan interterritorial sur l'approvisionnement. Marmande et son agglomération est le grenier de notre métropole et il nous faut aussi optimiser les schémas logistiques en lien avec le MIN. Nous avons également prévu un protocole qui sera signé d'ici la fin de l'année avec Saintes, où là nous sommes sur des sujets plus culturels, le chant lyrique avec un partenariat avec l'Opéra de Bordeaux. Nous avons également des sujets sur la valorisation du patrimoine UNESCO et également des sujets à voir avec l'université sur des questions d'histoire de l'art, archéologie. Alors vous le voyez, Alain Juppé souhaite également contractualiser avec d'autres territoires, mais ce qui nous importe, c'est d'avancer petit pas à petit pas parce que nous voulons avoir une vraie lisibilité de nos actions et qu'elles soient concrètes avant d'en développer d'autres. Donc nous prenons le temps de faire les choses, mais c'est vrai que c'est parfois un temps long et on aimerait aller plus vite. Mais ça ne nous exclut pas de dialoguer en attendant et je vois également
également, nous avons un projet de partenariat avec Mont-de-Marsan également à venir, et puis bien d'autres. Donc nous avons aussi, nous dialoguons régulièrement avec d'autres interlocuteurs, le maire de Limoges, nous avons de New York prochainement. Voilà, nous discutons, nous échangeons, et en tous les cas, c'est de ces rencontres que naissent des volontés de coopération où, en tout cas, nous apprenons à nous connaître et nous fonctionnons plus aisément. Voilà. Bien, merci Madame Villanova. C'est fou ce que vous avez fait en 2 ans. Et moi, j'ai ma montre qui tourne, mais c'était passionnant parce qu'on voit à quel point, effectivement, on peut collaborer sur des sujets variés. Je crois savoir, même si vous l'avez dit, vous êtes une petite équipe, donc vous ne pouvez pas avoir comme ça des collaborations qui se multiplient, mais la porte est ouverte, hein, c'est ça. Si des collectivités ont des souhaits de travailler sur telle ou telle thématique, vous avez, comme vous le dites vous-même, ouvert le dialogue avec qui le souhaite. Je vais demander, je continue un petit peu dans le même ordre, à Madame Briquet de nous expliquer les pistes qu'elle voit au niveau effectivement de l'agglomération ou d'autres échelons territoriaux. Alors je vais me recentrer essentiellement sur un focus, mais juste au préalable, j'aimerais moi aussi rebondir sur l'intervention de Monsieur Soumboeuf, pour dire que, bien entendu, la présence de l'État, nous ne la redoutons pas, bien au contraire, nous avons bien besoin de la présence de l'État à nos côtés dans les territoires, et parmi les chantiers essentiels, on l'a dit tout à l'heure, mais pour la cohésion des territoires, il y a absolument besoin de la mise à niveau de nos infrastructures de communication, hein, qu'elles soient, je ne sais pas si le message il est même pas subliminal là, il faut faire quelque chose parce qu'on en a vraiment besoin. Alors je comprends aussi l'aspect des choses, et puis une dernière chose, c'est pas l'égalité des territoires. L'égalité des territoires, non, c'est chacun a sa spécificité, et puis c'est très bien comme ça. On n'a pas envie d'être tous égaux, voilà. Par contre, l'équilibre des territoires, ça c'est la notion importante. Mais on entend bien aussi que chaque territoire, il faut qu'il retrousse les manches et qu'il se donne aussi les moyens d'être attractif, ne pas tout attendre. Et c'est aussi ce que nous développons. Alors, je l'ai bien entendu sur la métropole bordelaise, bien entendu, mais aussi sur l'agglomération de Limoges, puisque à Limoges Métropole, nous avons accompagné le développement de toute la filière de la silver economy, puisque nous avons une population, mais comme en Nouvelle-Aquitaine aussi, mais c'est vrai que dans l'ex-Limousin, nous avons une population âgée, une population vieillissante avec des besoins spécifiques. Et c'est aussi, alors ça peut être un inconvénient, c'est aussi une chance. Vous l'avez retourné en ressources. C'est une opportunité de développer tout un certain nombre de choses, et tous les acteurs du secteur se sont regroupés, se sont fédérés au sein d'une structure qui s'appelle Autonome Lab. Cette structure regroupe des usagers, les acteurs économiques, les acteurs de la recherche, de la formation, les territoires, la Caisse des dépôts également, les acteurs de la santé, du médico-social, et tout ça pour répondre aux besoins des populations. Donc on va de l'usager aux technologies les plus innovantes en matière de domotique, en matière de recherche, pour trouver des solutions face au vieillissement de la population, permettre aux gens de rester chez eux, de vieillir dans les meilleures conditions possibles et d'être accompagnés au mieux. Donc, effectivement, là, tout le monde se retrouve, grand groupe, start-up, puisque grand groupe, il y a le Grand, qui est bien sûr connu mondialement et qui intervient dans ce GIP. Et là, je crois que c'est un bel exemple d'innovation et d'attractivité pour le territoire. Alors, c'est pas le seul secteur, c'est
C'est un domaine pour lequel, en Haute-Vienne, à l'agglomération de Limoges, nous sommes labellisés French Tech. C'est un secteur innovant, mais aux côtés de bien d'autres secteurs, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Limoges, nous avons une technopole qui regroupe énormément de start-up dans des domaines particulièrement innovants en matière de recherche, notamment sur la santé, avec des prothèses en céramique dont les procédés sont reconnus mondialement. Donc c'est quelque chose d'important. Et là aussi, en termes de coopération, nous avons bien entendu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient ce développement économique, puisque c'est un vecteur d'attractivité. Je crois que voilà, c'est peut-être le meilleur exemple d'une difficulté. Nous en avons fait une opportunité, mais pour que l'opportunité soit totale et que l'attractivité continue, nous avons bien besoin des services de l'État. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Effectivement, bel exemple de réussite d'une filière et surtout de la coopération entre des acteurs publics-privés ou parapublics, en tous les cas de la force des collaborations. Et je vais tout de suite passer, parce que c'est pas... J'ai toujours ma montre qui court, bien sûr, Monsieur Mathieu Azoir, la parole pour ses propres pistes. Alors je vais essayer de rattraper le temps. Donc, Autonome Lab qui est présidé par un élu régional, mon collègue François Vincent, pour vous dire qu'effectivement, sur la question de la santé, de l'e-santé, nous avons un œil plus que bienveillant. On a évoqué les territoires regorgent de ressources, faisons leur confiance. Évidemment, je m'inscris dans tout ça, mais à condition de leur donner les moyens aux territoires. Il me semble qu'il y a 3 pistes d'action fondamentales pour donner les moyens aux territoires. Un, on l'a tous, je crois, évoqué, la question du numérique, l'accès au très haut débit. 2, la question de l'accès aux services publics. À chaque fois qu'un médecin s'en va, à chaque fois qu'une école ferme, à chaque fois qu'un bureau de poste ferme, à chaque fois qu'une gare ferme, forcément, c'est un sentiment d'abandon. Donc il faut réinventer, je dirais, la roue et repartir dans un autre sens. Je ne vais pas développer, mais c'est par exemple le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires. Une action phare de la région, c'est le développement des territoires de santé du futur. C'est comment on arrive à transformer aujourd'hui les nouvelles gares et des bureaux de poste, mais bon, à réinventer tout cela. La question de la mobilité. Alors, j'ai dit que j'en parlerais pas, je ne vais pas en parler parce que je vais parler de démobilité. La mobilité, elle est fondamentale. Les dessertes régionales TER, il faut qu'on améliore le Bordeaux-Limoges, par exemple. Il faut que la SNCF ne nous ferme aucune ligne régionale. Mais pourquoi je veux évoquer la démobilité? C'est peut-être un dispositif qui est moins connu du Conseil régional, sur lequel je voudrais mettre l'accent. C'est le soutien au développement des tiers-lieux. Alors vous allez me dire, c'est quoi un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un lieu un peu hybride. Un lieu de mixité, un lieu d'activités multiples. La porte d'entrée et le prisme étant la question du travail, souvent des indépendants qui ont envie de vivre dans des endroits peu denses, dans des endroits souvent et des zones rurales, et qui n'ont pas envie de faire 50 km. Ils sont architectes, ils sont profession libérale, ils sont ostéopathes, ils sont agriculteurs, et dans ces lieux-là, ils vont venir une journée simplement pour ne pas rester chez eux tout seuls. Ils vont échanger, ils vont rencontrer un avocat, ils vont rencontrer un start-upper qui va monter un projet avec eux. Aujourd'hui, il y a 212 tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. On est en train de mailler tout un territoire avec comme objectif, et l'objectif est qu'il y ait un tiers-lieu à moins de 20 minutes du lieu où vous habitez. L'idée étant d'être dans une réponse aux nouvelles formes du travail. Je citerai juste un rapport, moi, qui m'a un peu... alors, c'est pas heurté le terme, mais en tout cas qui m'a sauté aux yeux. Un rapport de 20 seniors consultants de Dell, l'entreprise du numérique, en lien avec l'Institut du Futur, qui dit que 80% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. 80% des emplois de 2030. Ça nous oblige totalement, la relation au travail. Aujourd'hui, on n'est plus salarié pendant 20 ou 30 ans d'un même groupe. Un jeune qui sort, il a 3 ou 4 contrats, il est en freelance. C'est aussi tout ça qu'il faut que nous anticipions. Et je terminerai sur la question du très haut débit. Évidemment, je l'ai un peu aux tripes.
Pourquoi je schématise en 2 secondes. Des décisions gouvernementales d'il y a une dizaine d'années, 2 gouvernements de 2 sensibilités politiques différentes, donc ce n'est même pas une question partisane, ont confié le déploiement des réseaux de fibre optique aux opérateurs privés sur les métropoles, donc sur les zones les plus rentables. Et ils nous ont demandé, ils nous ont en fait rien demandé, ils nous ont dit, si vous voulez, vous, puissance publique, qu'il y ait le très haut débit sur tout le territoire français, eh ben, il faut que vous mettiez la main à la pâte, à la poche, et que vous mettiez les millions d'euros sur la table. La région a voté une première enveloppe de 229 millions d'euros en avril 2016 pour venir en aide aux départements qui ont décidé de construire leur propre réseau. Les 12 départements sont dans cette dynamique. Et puis, nous avons mis en place un outil supplémentaire. C'est un outil un peu de solidarité territoriale qui est vraiment dans le thème de la cohésion entre urbain et rural. C'est une société publique locale, vous l'avez évoqué, Madame Ridel, que je préside aujourd'hui, qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine THD. À quoi elle sert, cette société publique locale ? Elle sert simplement je dirais, à être le juge de paix. Il n'aurait rien de pire que de construire un réseau de fibre optique. Vous amenez la fibre optique jusqu'au Palais des Congrès à l'entrée, mais vous n'avez aucun fournisseur d'accès à Internet qui vous fait une offre. Au Palais des Congrès, je pense que nos 4 gros opérateurs, ils vont se battre, mais à Saint-Junien, peut-être moins. Et nous avons dans notre SPL 7 départements actionnaires, alors la plupart du temps via des syndicats mixtes numériques, mais tout seuls. Ils savaient qu'ils allaient un peu avoir du mal à peser face aux opérateurs parce qu'ils ont 30 000 prises, qu'on appelle une prise, c'est un raccordement chez un foyer, 30 000 citoyens à raccorder, les opérateurs les regardaient, est-ce que ma rentabilité économique, elle va être réelle ? Aujourd'hui, en regroupant ces 7 départements qui ont confié l'exploitation de leur réseau à la SPL, nous arrivons à 500 000 prises. Et donc, nous arrivons globalement à peser. Et nous avons donc un concessionnaire, je peux le citer, hein, qui fait très bien son boulot, qui s'appelle Axione, qui est un opérateur de gros. Et nous allons inaugurer d'ici le mois de juin 6 000 premières prises expérimentales dans la région Limousin. Donc, on voit bien aussi que le mécanisme de solidarité entre les 3 régions existe. Au mois de septembre, dans les Landes. Et pour les 5 prochaines années, commercialiser ces 500 000 prises. Cette question du numérique et de la transformation numérique, je pense que si nous ne prenons pas vraiment les choses à bras-le-corps, nous trompons. C'est autant une réalité pour Dassault qui annonce 1000 emplois dans la métropole bordelaise, mais qu'une entreprise de l'agglo de Limoges, une entreprise à Guéret. Il faut lui amener les moyens de continuer son activité économique. Merci. Effectivement, on est au cœur de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la base des infrastructures, qu'elles soient qui permettent au territoire de se relier entre eux et de faire des échanges et de développer une économie qui crée des emplois et qui permettent aux gens de rester là où ils le souhaitent, comme vous le disiez, là, pas très loin des tiers-lieux et pas obligatoirement de venir dans des grandes structures urbaines. Reste qu'on en a besoin aussi. On sait qu'on y fait de très belles choses en termes de recherche, d'enseignement supérieur et de travaux. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de choses. Mais je laisse, parce que c'est moi qui parle trop, c'est moi, il faut le dire. Je laisse à Madame Violet le soin de nous expliquer quels sont ces chantiers en termes de cohésion territoriale. Peut-être un petit rebond par rapport à ce que vient de dire M. Azoire. La Caisse des dépôts a été très très militante sur le sujet des réseaux d'initiative publique depuis fort longtemps, 10 à 15 ans, et qu'on est partenaire privilégié d'Axione, par ailleurs. On est absolument convaincu qu'il ne faut pas laisser le monopole aux grands opérateurs, et que sur les zones où les opérateurs ne viennent pas naturellement parce que simplement c'est pas rentable, il faut qu'il y ait à la manœuvre des collectivités locales avec un certain nombre de partenaires financiers, dont la Caisse des dépôts. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est un élément très important. Redonnons à César ce qui aussi. 3 points pour ce qui me concerne sur le plan d'action. Premier point, la Caisse des dépôts est une gigantesque boîte à outils. Nous sommes prêteurs auprès des collectivités locales et des organismes de logement sociaux. Nous sommes investisseurs, co-investisseurs sur des projets de développement territorial qui touchent toutes les thématiques que nous avons évoquées, le numérique,
l'écologie, l'immobilier d'entreprise, les nouveaux modes de transport, etc. Et on est aussi, et on le sait moins, on est aussi subventionneur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on débloque pas mal de crédits d'ingénierie pour accompagner à la fois l'émergence des projets et leur viabilisation. Il est important, et on le disait, on parlait non pas d'égalité des territoires, mais de cohésion et d'équité et d'équilibre territorial. Il est important de signaler que nous, notre vision de cette région, c'est qu'il y a des collectivités qui ont beaucoup de moyens, et financiers, et aussi humains en termes d'expertise, et puis il y a des collectivités qui sont plus démunies. C'est logique, compte tenu de leur taille et compte tenu de leur capacité financière. Donc on est là aussi pour accompagner en ingénierie, c'est-à-dire pour aider à mûrir des réflexions sur des thématiques, et au-delà de la réflexion, à, si vous me permettez l'expression, accoucher des projets et faire en sorte qu'ils soient viables sur le plan du montage juridique, sur le plan du modèle économique, etc. Et ça, c'est important parce que le taux de chute sur les projets territoriaux peut être important sur certains secteurs, et pour nous, il est important de juguler cela. Deuxième point de mon intervention, on a une capacité, parce qu'on a un réseau qui est présent sur toutes les régions, France et métropolitaine et dom-tom, on a une capacité de benchmark. Et il est intéressant aussi pour nous de pouvoir comparer ce qui se fait à des endroits différents du territoire avec des problématiques qui se rejoignent. Donc on a aussi cette capacité-là. Vous citiez les tiers-lieux, par exemple. Il y a une mission de la Caisse des dépôts qui a fait venir très récemment, la semaine dernière je crois, en Creuse, un certain nombre d'élus d'autres régions pour venir voir ce qu'étaient les tiers-lieux en Creuse, puisque la Creuse s'interroge beaucoup justement sur ces nouveaux modes de travail et sur sa capacité à fédérer et attirer de nouveaux habitants qui seraient soit en télétravail, soit en travailleurs nomades. Troisième point, on est aussi un ensemblier. Ce qui veut dire qu'on a, d'abord, on a un certain nombre de filiales qui agissent sur le territoire, qui sont présentes en Nouvelle-Aquitaine. Aegis, Transdev, la SNI qui est récemment rebaptisée CDC Habitat, ICAD, voilà, on est présent sur toutes les thématiques. Donc ça, ce rôle d'ensemblier avec nos filiales, on le joue au quotidien. Et on est aussi un ensemblier parce que je rencontre en tout cas très régulièrement les présidents de CCI, je rencontre l'EPF, je rencontre le groupe La Poste, et qu'on évoque des sujets sur lesquels on pourrait agir conjointement. La semaine prochaine, je vais signer une convention de partenariat avec l'EPF pour que sur les problématiques foncières, on n'agisse pas de manière dissociée et qu'on agisse de manière coordonnée, voire complètement cohérente sur le territoire. Et ça, c'est la grande force de la Caisse des dépôts, de mon point de vue, et aussi celle-là. Je prends un autre exemple avec le groupe La Poste. J'ai rencontré la directrice régionale très récemment. On se pose la question des problématiques de logistique urbaine, notamment dans le cadre d'Action Cœur de Ville. C'est une question qui se pose beaucoup sur les territoires, parce que effectivement, avoir des commerces en centre-ville ou en centre-bourg, c'est aussi des questions de logistique. Et la Poste a un vrai savoir-faire en la matière. Et donc, on essaie de voir comment on peut, nous, avec notre approche financière et ingénierie, et eux, avec leur savoir-faire métier, comment on peut construire une offre qui puisse répondre le mieux possible aux besoins des collectivités. Merci. Donc là aussi, beaucoup d'effervescence dans les solutions potentielles. Mais je reviendrai... Je disais qu'il faut rendre à César, bien sûr. Vous avez largement participé aussi aux infrastructures numériques. Mais encore faut-il que les élus des territoires, effectivement, soient aussi à même de s'investir. Et ils sont nombreux, j'en suis sûre, dans cette salle ou ailleurs. Et c'est donc les liens, c'est mettre en relation, effectivement, un projet sur un territoire dont parfois on ne sait pas avec qui le mener, et les acteurs qui seront à même de pouvoir accompagner le territoire pour le faire. Et ça, on a beau dire, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Nous avons une multitude d'acteurs sur les territoires, et c'est, je pense, une bonne chose qui devrait participer à l'accompagnement de manière intéressante pour certains territoires où l'ingénierie est souvent malheureusement insuffisante, compte tenu, pour le pratiquer encore, d'un certain nombre, oui, les dossiers sont lourds, les dossiers sont compliqués, les dossiers sont de plus en plus juridiquement difficiles à monter, donc tout cela nécessite de l'ingénierie. Monsieur Stumbhoff, 2 minutes à peu près, pour que...
Je m'excuse qu'on ait quelques minutes pour éventuellement avoir des questions. Oui, tout à fait. Non, mais aucun problème. Tout à fait. Tout à l'heure, moi, j'ai énuméré les grands outils des politiques publiques. J'ai déjà énuméré, donc je ne vais pas rentrer dans une description maintenant. Hein. Il ne fallait peut-être pas en parler tout à l'heure. Je démontre par là que je n'ai rien compris à l'organisation de la table ronde. Mais, donc voilà, incarnant l'impartialité et le désintéressement de l'État, je fais don de mes minutes pour les questions de la salle. Merci, Monsieur Sturmbluth. Merci beaucoup. Non, mais si vraiment, je vous remercie tous de vos analyses, de vos pistes de réflexion. Est-ce que dans notre belle assemblée, certains souhaitent poser des questions aux intervenants ou émettre un point de vue depuis son territoire également sur cette question de la cohésion? Comment la vit-on? Y a-t-il des préoccupations que nous n'aurions pas abordées au cours de ces échanges? Sinon, je parle. Ah, vous êtes gentil. Oui, vraiment, très, très. Moi, je refais des tables rondes avec vous. Moi, c'est sûr. Bien. Est-ce que je voudrais pas mettre... Bon, mais écoutez, si effectivement il n'y a pas de questions, je vais vous remercier infiniment de ces présentations dans lesquelles on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déjà développée par les personnes autour de cette table et que cette cohésion qui n'est pas gagnée, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des zones de fragilité, va pouvoir, je l'espère, dans les années qui viennent, ne pas s'amplifier, mais se diminuer bien évidemment, en tous les cas s'équilibrer, puisque ce sera le mot que je retiens à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous.